Allez, on est en compagnie de Jean-Marc Sylvestre. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Très heureux de vous retrouver. Cette loi Pacte, évidemment, on en a beaucoup parlé, notamment hier avec le président d'ADP, Augustin de Romanet, qui était à votre place. Dans cette loi Pacte, il y a ce volet si décrié des privatisations et de celle d'ADP. Ça vous fait sourire. Aujourd'hui, c'est le vote définitif à l'Assemblée nationale, c'est pour ça qu'on en parle. Au-delà de la polémique sur le bien fondé ou pas, encore une fois, de cette privatisation, il y a ce sondage qui sort, c'est important. Qu'en pense la sagesse populaire, la sagesse des Français? Sondage Harris Interactive, 48% des Français, 48%, ils sont hostiles, 20% l'approuvent. Pourquoi cette hostilité? C'est le bon sens populaire qui l'emporte. Quand on leur pose dans le détail la question, 86% estiment qu'ADP c'est un bien stratégique. Bien stratégique pour le pays, pour des questions de sécurité intérieure, on imagine. Et 74% anticipent une hausse des prix en cas de privatisation. La privatisation des autoroutes, à mon avis, a laissé des mauvais souvenirs. Alors, oui, ça me gêne toujours qu'on interroge, quand on interroge l'ensemble de la population française sur des dossiers aussi techniques et sans avoir une connaissance très précise. Il ne viendrait pas à l'idée d'interroger les Français pour savoir s'ils sont contre la vaccination contre la variole ou contre une opération cardiaque. Moi, je fais confiance à l'expert, je fais confiance aux médecins. Je crois que le projet en lui-même est bon, il n'y a pas de raison de le brusquer, mais les modalités utilisées par le gouvernement sont très mauvaises parce que la pédagogie n'a pas été faite et qu'on a un mouvement de répression. Alors, ce qui est terrible en France, c'est que dès qu'on sort le mot de privatisation de sa poche, vous avez une hystérie collective qui se déclenche. C'est-à-dire que les gens sont totalement allergiques à ça. Ce pays est colbertiste. Parce que ça n'a pas laissé de bons souvenirs peut-être aussi? Non, non, je ne crois pas qu'on ait un mauvais souvenir des privatisations du système boursièrement, bancaire. En tout cas, quand on est actionnaire de France Télécom ou d'Orange ou d'EDF ou du Gaz de France, c'est pas une belle affaire. Aujourd'hui, non, mais ça l'a été et ça pourra l'être demain. C'est un investissement à long terme, ce n'est pas un investissement spéculatif. À long terme, ce n'est pas un investissement spéculatif. Bien sûr, mais long terme, sur 5 ans, sur 10 ans. Bon, non, l'ADP, c'est une privatisation qui a été mal reçue parce qu'elle a été très mal engagée. Et n'importe qui peut être opposé aux modalités que l'on propose. Les politiques ont été très maladroits. Ils nous ont dit on va privatiser ADP, c'est-à-dire qu'on va vendre les 49% du capital que l'État possède encore pour une somme 50,6%. 50, bon, 10 milliards pour 10 milliards. On va placer cet argent. Cet argument, il tient on pas va la placer route. cet argent qui va nous rapporter 200 millions. C'est exactement ce que nous rapporte la participation en dividendes. Mais l'argument, il ne tient pas du tout. Mais l'argument, ne tient pas. Et il montre quelque chose de très grave, c'est que l'État est un très mauvais gestionnaire de ses actifs. Parce que s'il gère ses actifs industriels avec cette idée qu'il va pouvoir troquer une participation d'État contre... Enfin, c'est incroyable. Il vaut mieux laisser la gestion de cette participation à Augustin de Romanet, qui a été un formidable président et qui est toujours un formidable président d'ADP. Oui. Donc, il faut dire la vérité pour laquelle on privatise ADP. On privatise ADP parce que ADP n'appartient pas au secteur régalien. Et que l'État n'a rien à faire dans des secteurs qui sont des secteurs de l'économie de marché. ADP, c'est quoi? C'est une zone commerciale, c'est une zone hôtelière, c'est une zone d'activité, c'est une plateforme de prestation de services. Mais c'est la principale frontière de la France. Eh bien, c'est peut-être la principale frontière de la France, mais l'État régule la frontière de la France par le service des douanes. L'État régule la circulation des avions par la question des contrôleurs aériens. Ça appartient à l'État. Et dans tous les pays du monde où les aéroports sont privatisés, la régulation des douanes... Vous savez quelle est la part des aéroports dans le monde qui sont publics ou privés? Non, mais je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire qu'aux États-Unis, la majorité... Votre modèle américain, il n'y a pas un seul aéroport aux États-Unis qui est privé. Vous savez pourquoi? Et dans le monde, allez-y. Mais vous savez pourquoi? Parce que les aéroports ne sont pas privatisés, mais les terminaux appartiennent aux compagnies aériennes. Donc, l'accueil à la clientèle, le service aux clients, le commercial est privatisé. Air France a son terminal à New York, Eastern Airlines a son terminal Delta. Donc, ce n'est pas tout à fait la même histoire. Non, ce n'est pas la même histoire. C'est pas du tout la même modèle. En tout cas, 85% des aéroports dans le monde sont publics. Oui. 85%. Non, mais il n'y a pas de vague de privatisation d'aéroports dans le monde. Non, la plupart des grands aéroports sont quand même privés ou en voie de privatisation. Regardez les aéroports européens, ils sont quasiment privatisés. Regardez Heathrow. Et à Londres. Heathrow à Londres. Voilà. C'est quand même très important. C'est le premier.
Oui, mais ADP, pour le coup, c'est une boîte qui est en bonne santé. 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, nous disait hier Augustin de Romanet, qui était à votre place. 40% de chiffre d'affaires prévu, ou 50 d'ici à 5 ans. Je suis d'accord. Un résultat net qui progresse, donc c'est une boîte qui va bien. ADP opère sur un marché qui n'est pas concurrentiel, sur un marché, il y a 6 milliards d'euros d'investissements qui sont prévus déjà, qui sont dans le pipeline. En quoi cette privatisation est vitale pour cette boîte qui va très bien et qui opère sur un marché non concurrentiel? Je pensais qu'elle était vitale pour l'État, dans la mesure où l'État aurait pu avoir un usage de cet argent beaucoup plus rentable, ce qui n'est pas le cas. Mais c'est, je pense, très intéressant pour ADP parce que ça lui permet de mener son développement à l'international de façon plus facile. Donc ce n'est pas une bonne affaire pour l'État, mais ça le serait pour ADP. Mais ce n'est pas une bonne affaire pour l'État dans les conditions de vente actuelles. Mais il faut modifier ces conditions de vente. C'est-à-dire ? Évidemment. Soit renforcer la valorisation d'ADP, soit trouver une méthode d'indexation sur son chiffre d'affaires. Mais on ne peut pas refaire avec ADP ce qu'on avait fait avec les autoroutes. L'État est un très mauvais gestionnaire de ses actifs financiers. Il faut qu'il les valorise plus. Il donne le sentiment, l'État donne le sentiment, de faire ça pour trouver de l'argent et remplir ses caisses, 10 milliards, et mauvaise raison. De faire un cadeau à Vinci, parce que Vinci n'aurait pas obtenu Saint-Nicolas-des-Landes, Vinci devait bon, c'était une espèce de compensation. Ou peut-être une compensation, ou peut-être un moyen d'éviter un procès qui aurait pu coûter très très cher à l'État si Vinci faisait son procès sur Nicolas-des-Landes. Donc pourquoi vous la défendez, alors, cette privatisation? Elle est mauvaise pour l'État, dans de mauvaises conditions, a priori un mauvais prix. Je la défends parce que je trouve que l'État n'a aucune raison d'aller gérer un centre commercial. Et cette boîte va très bien déjà. Un centre commercial et une zone hôtelière et une zone résidentielle. L'État, si l'État avait bien géré l'aéroport de Paris, ça fait longtemps qu'on aurait eu une desserte ultra rapide entre Roissy et le centre de Paris. Chose qu'on ne l'a pas. On ne l'a pas eu parce que l'État ne s'en est pas sorti entre la RATP, la SNCF, les communes, et qu'il a fallu quand même... À qui va profiter cette privatisation? Encore une fois, aux voyageurs, à celui qui va racheter la part de l'État éventuellement? Quel est l'intérêt de cette privatisation? J'espère que cette privatisation, honnêtement, cette privatisation va permettre à ce que le système concurrentiel soit facteur de progrès et permette le développement de la place de Paris, qui est concurrencée non seulement par la place de Londres, dont on se demande ce qui va se passer après le Brexit. Mais tout va très bien pour ADP. Jean-Marc, tout va très bien pour ADP. 6 milliards d'euros d'investissement prévus sur les 5 prochaines années. Quand vous voyez le développement de Dubaï, d'Abu Dhabi, des grandes plateformes internationales, ça ne va pas forcément très bien. Je ne sais pas ce qui va. Mais en quoi la privatisation ne va pas d'accélérer le développement d'ADP? Eh bien, ça lui permet... Avec le risque qu'il y ait un actionnaire majoritaire qui fasse changer la stratégie d'ADP. Et alors, quel risque? Vous pensez que ça peut devenir un port maritime? La stratégie d'ADP? Non, ça restera un port, un aéroport. La stratégie, c'est son développement, et c'est son développement à l'extérieur. C'est-à-dire de pouvoir consolider, conforter ce rôle de plateforme qu'il y a. C'est qu'on a intérêt, pour prendre un long courrier, de venir à Roissy plutôt que d'aller à Bruxelles ou à Francfort. Qu'est-ce qu'on dit aux opposants à la privatisation qui disent, voilà, le gouvernement vend la poule aux œufs d'or? 200 millions d'euros de dividendes encore versés, un peu moins 570 millions. On dit aux opposants, de la d'or. privatisation qu'ils devraient déployer leur énergie, leur force et leur militantisme pour inviter l'État à remplir sa mission d'État, c'est-à-dire la santé, l'éducation, les quelques infrastructures qui sont nécessaires et qui ne passent pas par le marché. Voilà. Non, mais en tout cas, vous en conviendrez, il n'y avait rien de vital à lancer cette privatisation. Il y a plus urgent en France que privatiser ADP. Dans le contexte aujourd'hui de post-grand débat, avec des Français qui sont majoritairement opposés. Je ne suis pas dans la tête du ministre de l'économie, je ne suis pas dans la tête du Premier ministre. Il y a beaucoup de dogmatisme. Ça a été décidé à un moment où il cherchait un peu d'argent pour pouvoir limiter le déficit budgétaire. Les 10 milliards de l'ADP vont servir principalement à financer le trou creusé par les revendications Gilets jaunes en décembre. Ouais. Comment s'assurer que l'histoire ne bégaye pas? Encore une fois, on est 10 ans après la privatisation des sociétés d'autoroutes. Oui, enfin, il ne faut pas exagérer. La privatisation des sociétés des routes n'a pas été un échec. Non, la France a un des plus beaux réseaux d'autoroutes. Sauf pour les automobilistes qui ont le sentiment de passer à la caisse, avec des péages qui ne font qu'augmenter les tarifs bien plus que l'inflation. Ils ont le sentiment de passer à la caisse en échange d'un service qu'ils utilisent, qui est le service de l'autoroute. Et là, l'autoroute est en concurrence avec la route nationale qui est à côté ou avec le chemin de fer. Donc, vous n'avez pas... le marché... C'est une bonne affaire pour les Français, cette privatisation? La réponse est non, avec ce qu'on vient de dire. Pour les Français. Pour les finances de la France, ce n'est pas une bonne affaire, pour l'instant.
pour l'instant. Bon, autre sujet, parce que le temps file. L'OCDE vient de demander, alors il y a tout ce débat en France, ce brouillard autour de l'âge de départ à la retraite. L'OCDE, vous avez vu qu'il y a hier a distribué les bons et mauvais points au gouvernement, en disant voilà, les réformes vont dans le bon sens, ça va augmenter le PIB par tête. Mais il faut absolument aller plus loin sur la dépense publique, mais ça on en parle souvent, ça on va pas revenir. Mais sur l'âge de départ à la retraite, l'OCDE nous dit, institution internationale, il faut aller plus loin, il faut le repousser. C'est quoi les intentions ou la stratégie du gouvernement? Parce que là, franchement, on n'y comprend rien. Parce que dans la baisse des dépenses publiques, vous avez 3 leviers sur lesquels vous pouvez intervenir. Vous avez le levier des retraites, vous avez le levier… 14 points de PIB, 14 points de PIB. 2 à 3 points de plus que la moyenne européenne. Vous avez le levier des aides aux entreprises et des aides à l'économie qui sont importants. Et puis vous avez les aides au logement qui sont très largement. Si on ne touche pas à ces 3 leviers-là, on ne réussira pas à baisser les dépenses publiques, ou alors ça restera très symbolique. Mais les dépenses de santé, on peut s'adosser à un système assurantiel qui permet de déverser une partie de l'activité sur le secteur de l'assurance. Il y a des solutions sur la santé, il y a des solutions sur l'éducation, il y a des solutions sur… Bon. Mais sur l'âge de la retraite, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions que de soit baisser les pensions, soit augmenter les cotisations. Vous avez compris quoi aujourd'hui? Entre ce que nous dit Jean-Paul Delevoye, moi je négocie depuis 2 ans, enfin 1 an et demi avec les partenaires sociaux, la borne, 62 ans, on n'y touche pas, et puis les ministres de droite du gouvernement qui nous disent, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, il faut réfléchir, pourquoi pas travailler plus, quoi. Donc on n'y comprend rien. Mais parce que vous n'y comprenez, oui, on n'y comprend rien, parce que les hommes politiques sont partagés en permanence entre la nécessité d'apporter des réponses de type moral, entre guillemets, ou des réponses de type technique. Et il y a des contradictions de plus en plus dans la gestion moderne entre les nécessités morales et les nécessités de production. Alors je ne vais pas vous faire un cours de philosophie, je ne suis pas compétent là-dessus, mais c'est un peu ça. On répond à l'émotion ou on répond à l'efficacité. On répond au court terme ou on répond au moyen terme. Ouais, sauf que là, pour le coup, on a quand même certains membres du gouvernement, ou même d'ailleurs Laurent Berger, secrétaire général de la CDT, qui était encore là il y a quelques jours à votre place, qui me disait pas besoin de toucher à l'âge de départ à la retraite à 62 ans, nos retraites dans le futur, nos pensions, elles seront financées. Elle me dit, mais qui vous dit qu'elles ne le seront pas? Oui, mais parce que écoutez, c'est le championnat du monde de l'hypocrisie, parce que si vous ne touchez pas à l'âge de départ à la retraite, à l'âge officiel de départ à la retraite, vous passerez par la manipulation des points ou de la valorisation des points. Ça vous permet éventuellement soit de baisser les pensions, soit d'augmenter la cotisation. Bon, donc résultat, aujourd'hui, je crois que la moyenne des Français reste au travail plus que 62 ans. Oui, en moyenne 62 ans et 7 mois. Oui. Et si on prend en compte les carrières, si on enlève les carrières longues, c'est 63 ans et 3 mois. Donc dans les faits, déjà les Français travaillent. Et vous avez une partie de ces gens qui sont potentiellement en retraite que vous pouvez interroger et qui peut-être vous diront, pour une partie, peut-être 30%, je n'ai pas les chiffres exacts, mais 30% qui vous diront, écoutez, je serais bien resté travailler 1 an ou 2 ans de plus. Si on voulait me garder, ça c'est encore notre sujet. Si on voulait me garder, oui. Donc quand on a encore une fois des membres du gouvernement qui nous disent, est-ce que les gens se mentent à eux-mêmes ou nous mentent en nous disant, en gros, vos pensions, il n'y a pas de problème de financement des pensions. Parce que les hommes politiques n'osent pas dire la vérité. Non, la vérité, c'est qu'il y a un problème de financement, mais qui n'est pas démentiel non plus. La vérité, à horizon 5-10 ans, on parle de quelques milliards d'euros. C'est pas non plus quelques milliards d'euros par an, ça vous fait 10 à 15 milliards dont vous avez besoin. Donc il faut mais je pense que l'allongement de la durée du travail doit être gérable si vous le faites progressivement, à raison d'un trimestre par an pendant 10 ans. Bon, vous arriverez déjà à gagner 3-4 ans. On n'ose pas le faire, aucun gouvernement n'ose le faire parce qu'il a toujours peur d'une revendication. Pour équilibrer les choses, je ne sais plus qui me disait quelques jours, pour équilibrer, je crois que c'est Agnès Verdier, il faudrait juste qu'on repousse d'1 an l'âge de départ à la retraite, passer de 62 à 63 ans. Oui, mais il faudrait commencer dans 3-4 ans. Oui, mais au moins, voilà, on remet le système à flot. Et, c'est ce qu'on est en train de faire, puisqu'on est aujourd'hui à 62 ans et 7 mois. Dans les faits. Oui. Alors, donc les Français ont bien intégré que même si on leur dit 62 ans, l'âge légal, s'ils veulent avoir une retraite décente, il faut travailler plus longtemps. Oui, parce que vous avez quand même, alors en dehors des travaux pénibles, des travaux compliqués, des travaux difficiles, une grande part de ce travail qui est un travail supportable et qui a un sens. Et les gens dont le travail a un sens ont envie de continuer ce travail.
Ouais. Pour clore là-dessus, on pourra en parler longtemps, mais sur cette réforme des retraites, on a Laurent Wauquiez qui a tenu des propos assez intéressants qui doivent vous parler. Il dit d'abord, avant de parler de la question de reporter l'âge légal de départ à la retraite, d'abord, on regarde l'égalité public-privé. Et puis, on s'attaque vraiment, pour le coup, et non pas comme Nicolas Sarkozy, pas vraiment, aux régimes spéciaux. C'est un préalable, ça? Non, mais ça va ensemble. Ça devrait aller ensemble. C'est vrai que l'inégalité entre le public et le privé, mais si vous mettez tout sur la table, ça va être très compliqué, mais c'est absolument indispensable. Par ailleurs, les régimes spéciaux, c'est indispensable. Mais c'est à la fois difficile et pas difficile, parce que ça ne concerne pas, une fois de plus, les réformes qu'on va faire ne concernent pas les gens qui partent en retraite aujourd'hui. Ouais. Ça concernera les gens qui sont nouvellement embauchés, soit dans la fonction publique, soit dans une entreprise publique qui bénéficie d'un régime spécial. Ouais. Mais regardez, sur France Télécom aujourd'hui, quelle est la part du personnel qui dépend encore du régime qui dépend encore du régime spécial de France Télécom, ouais. Et ceux qui sont dans un contrat de type privé. Bon, en tout cas, on se quitte là-dessus. Je retiens que votre position donc, sur ADP, j'y reviens pour qu'on comprenne, on synthétise un peu votre... Sur le principe, ne dérangeons pas au principe. Il faut revoir le périmètre de l'État. Il ne faut pas que l'État s'occupe de fonctions qui ne sont pas régaliennes. Il ne sait pas faire. Il ne le sait pas. Vous dites pourquoi pas, mais pas à ce prix-là en tout cas. Mais c'est la preuve qu'il ne sait pas s'y prendre, enfin. C'est la preuve que c'est un mauvais gestionnaire d'actifs. Vous confierez votre patrimoine financier, vous, à l'État qui accepte de le céder et de le vendre à un prix où le rendement sera inférieur à ce qu'il avait auparavant. Ouais. Mais enfin... Après, c'est le prix de marché aujourd'hui. Elle est valorisée 50%, enfin les 50% de l'État dans ADP, c'est valorisé quand on regarde pour le coup 10 milliards. C'est mathématique. Oui, après, il peut y avoir une prime parce que pour la prise de contrôle. Oui, il peut. Qui est souhaitable selon vous, j'ai bien compris. Allez, merci pour ce point de vue signé donc Jean-Marc Sylvestre. Merci, bye.